Bonjour. Alors aujourd'hui, quelques questions de jury sur une leçon assez classique, souvent prise par les candidats, c'est groupe linéaire et sous-groupe. Alors ça va être plus un fil de discussion que des questions de jury qui seraient indépendantes. Oui, c'est un fil de discussion et vous allez voir que le fil arrive à passer à travers pas mal de mailles des problématiques de la leçon. Alors, question 1, il faut montrer que le centralisateur de SLN de K dans GLN de K est isomorphe à K étoile. Par les homothéties, ça veut dire que si, d'une part, que si un élément de GLN de K commute avec tous les éléments de tout le groupe SLN de K, alors c'est une homothétie. Donc à partir de ce moment-là, comme la réciproque est évidente, on va bien avoir en tant que groupe exactement K étoile. Alors question 2. On regarde cet ensemble-là, GIJ, c'est l'ensemble des IN plus lambda EIJ. EIJ, c'est les matrices élémentaires. Donc on fixe I et J avec I différent de J, attention. Donc je reprends IN plus lambda EIJ avec lambda qui part pour K. Il faut montrer que ça forme un sous-groupe de SLN de K. Voilà. Et la question c'est, la seconde question, parce que celle-là elle est assez facile, quelle est l'intersection des centralisateurs des GIJ? Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de place, parce que ça va être vite vu. Donc maintenant, question 3. Soit H un sous-groupe fini, distingué de GLN de K, avec K infini. Voilà. Montrer que H est isomorphe à un sous-groupe cyclique de K étoile. Voilà. Et puis, bon, après, même si c'est pas la question 4, mais c'est la question 3 bis, donner un contre-exemple quand K est fini. Voilà, vous allez voir qu'on va rencontrer pas mal de résultats clés de la leçon. Voilà. Alors, la question 1 porte surtout sur le fait de savoir, d'avoir le réflexe de montrer qu'on a des homothéties. Comment montrer qu'un élément, qu'un endomorphisme en général, est une homothétie. Et généralement, ça se fait par la géométrie, c'est-à-dire en montrant que toute droite est stabilisée. Surtout avec le centralisateur. Comment on peut montrer que toute droite est stabilisée quand on commute? Eh bien, forcément, toute droite est stabilisée si on arrive à exprimer cette droite comme un sous-espace propre d'un certain endomorphisme avec lequel on commute. Voilà, donc toutes les idées sont là, faut bien les connaître, elles sont classiques. Si U rond V, donc oui, du coup c'est vrai que je préfère pour l'instant travailler non pas sur des matrices, mais sur les endomorphismes. Ça aussi c'est un réflexe, parce que puisqu'on va passer à la géométrie, les matrices sont pas très souples, sont pas assez souples pour être adaptées à n'importe quelle droite que l'on va prendre. Alors que les endomorphismes, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à changer de base. Donc ici, on prend U, justement, on regarde ça de façon plutôt sous l'angle des endomorphismes. On prend U dans le centralisateur de SL de E, finalement, dans GL de E, E c'est un espace vectoriel de dimension n sur K. Donc U va fixer toutes les droites, c'est ça qu'on va montrer. Et on sait, c'est bon, ça s'appelle le lemme de Chour, mais c'est très facile à montrer, que quand on stabilise toutes les droites, on est une homothétie. C'est comme ça qu'on va le montrer. La réciproque est évidente, quand on a une homothétie, on va commuter avec tout le monde. Et on stabilise toutes les droites par-dessus le marché. Alors juste une parenthèse, c'est démontré dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, et aussi dans Carnet de voyage en algébrie. Vous pouvez trouver la preuve, mais vous pouvez la faire vous-même, elle est très simple. Alors, allons-y, montrons que ça fixe toutes les droites. Vous prenez D, une droite. Maintenant, vous allez partir de E1, un vecteur non nul de D, et que vous complétez en une base. Voilà. Et maintenant, vous prenez pour V, il faut que U commute avec V, mais il faut que V soit dans SLN
de K. Donc vous prenez V, un endomorphisme tel que la matrice de V dans la base E ici. Alors c'est que des 1. Là je ne pourrais pas mettre des 0, hein, parce qu'il faut mettre que des 1, il faut que le déterminant fasse 1. Et ici je mets des 1 ici aussi. Donc vous reconnaissez peut-être un bloc de Jordan. Hein. Eh bien ça va faire que ici, la droite va être une droite propre. D'accord? Voilà. Ça me permet d'être dans n'importe quel corps, cette matrice. Hein. La droite D, hein, E1 va engendrer en fait le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Voilà. Donc D va être fixé par U, selon un stratagème qu'on a l'habitude de voir, hein, qui vient de la commutation. Et donc, c'est terminé, on va avoir des droites. Et évidemment, quand on multiplie des homothéties, les rapports de l'homothétie qui sont ici se multiplient aussi, donc on va avoir un isomorphisme avec K étoile, multiplié. Voilà, question 2, il faut regarder ce groupe GIJ, et il faut montrer que c'est un sous-groupe de SLN de K. Donc évidemment, comme I est différent de J, vous voyez bien que vous avez la diagonale de 1, donc on est bien dans SLN de K. Maintenant, il faut montrer, faut regarder ce qui se passe avec le produit. Quand vous faites IN plus lambda EIJ fois IN plus lambda prime EIJ, comme EIJ fois EIJ est égal à 0, parce que I est différent de J, il y a une espèce de relation de Schall quand on multiplie les matrices élémentaires, et donc on va avoir IN plus lambda prime EIJ, voilà. Bon, ça y est, on a compris. Si on prenait l'inverse, on aurait moins ici, évidemment, hein. Si vous mettez moins, vous avez l'inverse. Bon, on a compris ce qui se passe. GIJ, c'est un groupe, c'est un sous-groupe de SLN de K, qui est isomorphe à K+. D'accord? Le groupe additif K. Alors maintenant, on nous demande quelle est l'intersection des centralisateurs des GIJ. Si on doit commuter avec tout ça, en particulier pour lambda égale 1, on commute avec toutes les matrices de transvection. Et donc, commuter avec toutes les matrices de transvection, comme les matrices de transvection engendrent SLN, eh bien, ça va commuter, ça va être dans le centralisateur de SLN, et donc, c'est K étoile, hein, la réciproque est évidente. Justement, c'est là qu'il faut dégainer que les transvections engendrent SLN, qui est dans toute bonne leçon sur le groupe linéaire. Voilà, alors, là, si on doit faire le bilan, pour l'instant, les réflexes dans cette leçon, c'est de bien savoir que homothétie, c'est lié à fixer toutes les droites, et que il faut réaliser une droite comme sous-espace propre pour faire marcher le commutant. Et deuxièmement, savoir que les transvections engendrent SLN. Remarquez qu'on a ces sous-groupes remarquables, il faut bien reconnaître. Voilà. Alors maintenant, question 3. Soit H, sous-groupe distingué de GLN de K avec K infini, H fini. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La première chose, c'est peut-être de se dire K est infini. Comment je vais utiliser K infini? Alors K infini s'utilise toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'un polynôme qui a une infinité de racines, que les fonctions polynomiales nulles sont des polynômes nuls. C'est pratiquement la seule chose qu'il faut avoir comme idée, qu'à un moment on va se servir de polynôme. Ça c'est important. Maintenant, à partir du moment où il est distingué, on peut se dire, voilà, avec ces GIJ, on va créer un morphisme du groupe vers haute H. Effectivement, comme H est distingué, GIJ agit par conjugaison sur H, donc on a un morphisme bien défini de conjugaison qui a T, associe la conjugaison par T, c'est bien défini parce que H est effectivement distingué. Qu'est-ce que c'est que le noyau de phi? Le noyau de phi, c'est l'ensemble des T tels que TA, des T tels que TA égale AT, quel que soit A dans H, évidemment. Alors, je l'ai mis comme ça,
plutôt que TAT-1 égale A, parce que ici, comme ceci, on se rend compte, en voyant la forme d'un élément T, que ces équations, toutes ces équations pour tout A, ça va nous fournir des équations polynomiales en les lambda. Donc, ça veut dire que si je prends T, moi je l'appelle T lambda, d'accord? Voilà, ben, c'est des T lambda ici. Ben, ici, ça va revenir à dire PK de lambda égale 0 pour un certain polynôme. Ce sont des équations, c'est un système d'équations polynomiales, même je dirais de degré 1. Hein. Je ne m'avance pas beaucoup à dire que c'est de degré 1, mais c'est polynomial. Et en fait, s'il y a un seul polynôme dans la famille des polynômes ici qui est non nul, alors forcément, ça va restreindre le nombre de lambda à un nombre fini. Voilà. Hein. Bon, je pourrais le faire avec du degré 1, mais c'est très général avec des polynômes. Donc, on aurait tiers phi fini. Mais là, on a un groupe infini, parce qu'il est isomorphe à K+, et que ça, c'est infini, et ça, c'est fini, puisque H est fini, donc les automorphismes de H, même les bijections de H sont finis. Donc on a infini, fini, ok. Ben, le noyau ne peut pas être fini. Sinon, on aurait de l'infini qui s'injecterait dans du fini. Donc c'est impossible. Ce qui veut dire que les pk sont tous nuls. Ce qui veut dire que comme les pk sont tous nuls, ben, il n'y a plus de conditions maintenant. Et du coup, ça veut dire que le tiers de phi, c'est GIJ tout entier. Tous les lambdas vont vérifier. Donc phi est trivial. Phi est trivial, ça veut dire qu'on a, quel que soit t dans GIJ, cette égalité. Ça veut dire que H est dans le centralisateur de tous les GIJ. Ça veut dire que H est un sous-groupe fini de K étoile. Mais les sous-groupes finis d'un corps, du groupe multiplicatif d'un corps, on sait que c'est cyclique. Ça, c'est quelque chose de bien connu. C'est pas mauvais de le savoir dans cette leçon, parce que parmi les sous-groupes du groupe linéaire, il y a K étoile qu'il faut connaître et qu'il faut mentionner. Donc ça, c'est intéressant, et donc c'est terminé. Hein, c'est isomorphe d'un sous-groupe cyclique de K étoile. Alors maintenant, un petit contre-exemple. Bah, on va prendre un tout petit corps, hein, le GL2 de F2, qui va agir fidèlement sur trois droites. Alors effectivement, GL2 de F2, il agit sur les trois droites de F2. Hein. Vous avez trois droites, une comme ça, une comme ça. Voilà F2 au carré. Pardon. Ok. Donc sur les trois droites de F2 carré, évidemment. Donc, il agit fidèlement parce que son noyau, c'est les homothéties. Le noyau de l'action, ce sont les homothéties. Et les homothéties de GL2 sur F2, c'est juste l'identité. Donc, on a un noyau trivial, ça agit fidèlement. Donc GL2 de F2 est isomorphe à S3. Bon, par cardinalité, donc il s'injecte, et par cardinalité, on voit que c'est isomorphe à S3. Alors ça aussi, c'est des choses à mettre dans la leçon groupe linéaire, c'est-à-dire ces isomorphismes exceptionnels que vous pouvez trouver aussi dans le carnet de voyage en algébrique. Et ici, comme c'est isomorphe à S3, on va avoir un sous-groupe distingué évidemment A3, qui est d'ordre 3. Est-ce qu'il est dans K étoile? Non, il n'est pas, parce que F2 étoile, c'est juste 1, donc non. Donc, voilà un pot pourri dans un petit exercice, avec des transvections, SLN, de la commutation, du lemme de Schur, les sous-groupes à un paramètre, ce qu'on appelle les sous-groupes à un paramètre du groupe linéaire, des sous-groupes distingués, des conditions de cyclicité pour les sous-groupes finis de K étoile, des petits problèmes polynomiaux et des isomorphismes exceptionnels qu'on peut trouver dans Histoire hédoniste ou dans Carnet de voyage. Voilà, on a fini.